Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis avec Laura Oui, qui a bonjour. bien voulu m'accueillir chez elle pour me parler de son travail, de sa passion, Voilà, les deux. les deux. Et justement, moi je trouve ça passionnant de discuter avec des personnes qui travaillent de leur passion. Donc voilà, merci encore à toi Laura. Merci à toi d'être venue. Et bah écoute, est-ce que Ouais, tu veux te présenter, nous dire ouais, bien voilà, sûr. qu'est-ce que tu fais dans la vie Tout à et fait. pourquoi? Tout à fait. Alors moi je m'appelle donc Laura Boulet. Je suis chef de projet en microbiologie et en fermentation donc dans une petite société qui s'appelle Atelier du Fruit. Nous on travaille pour des industriels, donc ça peut être des toutes petites boîtes qui se lancent dans la production de boissons lacto-fermentées par exemple, comme des multinationales qui, elles, vont plutôt chercher à utiliser la fermentation comme un conservateur en fait naturel pour remplacer tout ce qui est additif. Donc ça, c'est super chouette. Et comme tu l'as dit, la fermentation, c'est aussi ma passion. Donc j'allie travail, passion. Et en fait, j'ai découvert la lactofermentation justement avec les boissons fermentées, donc tout ce qui est kombucha, kéfir. Et je me suis jamais arrêtée depuis. Je vais même au-delà, j'essaie de tout fermenter. Ce que j'aime dans la fermentation, c'est ce petit côté expérimentation. Moi, j'aime bien tout ce qui est labo, justement, ce qui est scientifique. Et puis, il y a le côté aussi créatif, gustatif. Moi, j'aime la bonne bouffe aussi, donc c'est pas mal d'allier la science et le gustatif, quoi. Mais d'ailleurs sur ton compte Instagram, enfin je Ouais. mettrai tous les liens de ton blog aussi, etc. C'est vrai que c'est super intéressant parce qu'on voit tout ce que tu arrives à faire fermenter. Parfois tu donnes des idées vraiment super originales. Et d'ailleurs je me suis posé la question si on pouvait tout faire fermenter. Bah, pratiquement tout est fermenté-cible, comme on dit. Ouais. Du moment qu'on a une source de carbone, c'est-à-dire des sucres, et parfois une petite source azotée. La source azotée, c'est tout ce qui est protéines, acides aminés. En général, ça peut se fermenter. Okay. On fermente de tout. On peut fermenter de la viande, du poisson. On peut fermenter des fruits, des légumes. Et t'avais même fait fermenter du miel, non? De l'ail, il faut fermenter dans le miel. Ouais. On appelle ça confit, mais en fait, c'est une fermentation qui se passe tout de même. Et ensuite, le miel devient plus liquide et l'ail, il devient confit. Ça pousse ta créativité, enfin, à chaque fois que tu dois avoir un aliment ou... C'est ça, à chaque fois je me dis, est-ce que je peux le fermenter? Et je vais le tester. Mais en plus, je trouve que quand on va sur ton compte Instagram, par exemple, c'est très coloré. D'ailleurs, je crois que tu avais fait un kombucha, il me semble, enfin, qu'elle m'a fait d'ailleurs là, que je bois petit à petit. Tu avais fait un kombucha à la spiruline. Oui, c'était magnifique. Bleu, verte, oui. La couleur, elle était dingue. Et en fait... moi, je trouve ça super intéressant parce que je trouve que ça donne beaucoup de couleurs, encore une fois, à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, en plus des bienfaits. D'ailleurs, si tu veux nous parler aussi de pourquoi... La liste est longue. Oui, j'imagine. Et pourquoi nous, en tout cas, qu'est-ce que ça pourrait nous apporter de manger des aliments fermentés ou de boire des boissons comme ça? On a beaucoup d'avantages. Donc l'intérêt principal de la fermentation, c'est un peu la raison pour laquelle on a fermenté depuis presque 20 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la conservation. En fait, en fermentant, on produit de l'acide lactique dans la lactofermentation. Et l'acide lactique, ça fait réduire donc le pH, ça fait acidifier l'environnement de l'aliment. Du coup, ça le protège de tout ce qui est contamination, pathogène, etc. Donc en fait, on fermentait à l'époque pour survivre et pour assurer que ces stocks étaient viables, on va dire, sur le long terme. Et puis on a aussi l'avantage nutritionnel. Donc on a production de beaucoup de vitamines différentes. On a la vitamine C, la vitamine B, la vitamine K. On a la production aussi parfois d'acides aminés essentiels. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue nutritionnel. D'ailleurs, vis-à-vis de la vitamine C, il y a une petite histoire qu'on appelle l'histoire du capitaine Cook. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler. Non. Apparemment, c'est une personne, donc capitaine Cook, qui avait un équipage où il devait à l'époque faire un long voyage avec donc, tout son équipage en bateau. Et il avait l'idée de ramener dans les stocks du bateau de la choucroute, des jarres de choucroute. Et en fait, la choucroute fermentée, c'est très riche en vitamine C. Et en consommant de la vitamine C, on évite de développer le scorbut. Donc c'est une maladie que beaucoup de marins finissaient par développer parce qu'en carence de vitamine C.
Et du coup, grâce à ça, son équipage avait survécu. Et puis, ça reste un peu une histoire qu'on raconte pour illustrer les bienfaits de la fermentation aussi. On a aussi tout ce qui est anti-gaspi. Ouais. Parce que moi, je me suis beaucoup amusée aussi à fermenter toutes les pelures de fruits et légumes imaginables. Donc il y a des boissons connues comme le thé paché. C'était celui-là que tu m'avais conseillé de faire l'année dernière, c'est comme ça qu'on était rentrés en contact. Exactement, on va dire. Et vas-y, explique du coup comment. Donc le thé paché, c'est une boisson fermentée à base de pelures d'ananas. Donc on a juste à rajouter des pelures, de l'eau non chlorée, donc filtrée ou bouillie comme on veut, et un peu de sucre. Et en fait, c'est riche en levure déjà de base, les pelures d'ananas. Et ça va fermenter, faire une boisson pétillante, moins sucrée, parce que le sucre, en fait, il est consommé par les micro-organismes, les levures. Moi, je me suis aussi amusée à fermenter d'autres pelures, un peu folles. J'avais fermenté de la pelure de kiwi. Okay. Et ça avait donné une boisson un peu couleur laiteuse, comme ça, et avec un goût de poivron. Alors, c'était rigolo. Mais et du coup, tu fais tes tests comme ça au hasard et tu regardes ce que ça donne. Exactement. C'est un peu la magie de la fermentation spontanée, c'est qu'on des fois on ne sait pas du tout ce qu'on va avoir. Mais surtout comme tu dis sur le zéro gâchis comme ça, où tu vas récupérer au lieu de jeter. C'est ça. Et oui, parce que finalement déjà tu gaspilles pas, enfin tu essayes de récupérer et tout se transforme. C'est ça. Et d'un autre côté, il y a ce côté aussi de pouvoir les conserver aussi, enfin, ce que tu vas vraiment manger, etc. Donc c'est vraiment, je trouve, une autre vision de comment stocker, comment retransformer. C'est ça. Et c'est top, en plus de tous les bienfaits pour le corps. Est-ce que tu veux nous dire maintenant comment faire pour fermenter? Parce que là, par exemple, tu parlais de l'eau non chlorée. Oui. Donc je sais que c'est important aussi. Ouais. Alors, ce qui est important justement dans l'eau qu'on utilise pour fermenter, c'est qu'il n'y ait pas de chlore. Pourquoi le chlore? Le chlore, ça a une activité antimicrobienne. Et donc, qui dit antimicrobien dit qu'on va détruire les micro-organismes. Et nous, on veut qu'ils restent présents, qu'ils soient actifs. Donc, on va faire attention à ce que l'eau soit non chlorée. Donc, il y a plusieurs façons. Soit on filtre l'eau, donc une carafe, moi j'ai une carafe Brita toute simple. Soit on fait bouillir l'eau. Mais attention, on attend que l'eau redevienne à température ambiante. Parce que si on fermente avec de l'eau bouillante, là, on tue les micro-organismes aussi. Sinon, on peut tout simplement aussi attendre et faire décanter l'eau. Parce que le chlore, c'est très volatile, ça finit par s'évaporer en fait avec le temps. Moi, en tout cas, mon père m'avait conseillé ça pour le kéfir de fruits. Oui. Lui, je sais qu'il a sa carafe où il laisse l'eau pendant une demi-journée, par exemple. Exact. Il la récupère. Et est-ce que tu penses... Moi, tu sais, j'ai des petites billes en céramique. Oui. Est-ce que ça peut... Enfin, en tout cas, même avec les billes, moi, j'ai tendance à, de base, attendre toujours au moins 1 heure. Il faut attendre un peu que ce soit actif. Oui, les billes en céramique, ça a un pouvoir filtrant. Oui, donc, ça me paraît... Mais en tout cas, j'ai plus tendance à filtrer comme ça. Enfin, ou d'attendre, ou de toute façon, j'ai mes billes. Mais c'est vrai que de faire bouillir... j'y avais pas pensé, mais d'accord, ok. Donc, ça a un avantage aussi de faire bouillir, c'est que si on rajoute donc du sel pour faire une saumure ou du sucre, en bouillant, on va bien dissolver tout le sel ou le sucre. Donc il faut de l'eau non chlorée, donc du sel ou du sucre en fonction de ce qu'on veut faire fermenter. Ensuite, ces aliments, un bocal, en général, on préfère les bocaux avec un petit joint comme type le parfait, etc. Et un peu de patience pour laisser fermenter. Donc en fermentation spontanée, on est plus sur minimum 1 semaine. Après, ça dépend aussi, par exemple, le kéfir de fruits, c'est juste 48 heures en général. Bon, ça reste assez spécifique selon ce qu'on fait, mais il faut un petit peu de patience, mais le résultat en vaut la chandelle, quoi. Et là, tu viens de dire en fermentation... spontanée. Oui, parce alors, moi, j'aime bien distinguer la fermentation spontanée de ce que j'appelle la fermentation contrôlée, maîtrisée. Contrôlée, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ferments, qu'on va contrôler tout. On va contrôler l'environnement, la température, le pH. Donc ça, c'est un peu mon expérience en labo. C'est-à-dire qu'on va éviter d'avoir des surprises. En contrôlé, on est plus sûr du résultat qu'on va avoir. D'accord. C'est par exemple quand on fait ces yaourts avec des ferments,
ou à partir d'un autre yaourt aussi. Mhm. Parce que c'est des souches très spécifiques pour faire du yaourt. C'est ce qu'on utilise pour faire du koji, pour ceux qui connaissent, c'est du riz qui est fermenté, D'accord. ou du tempeh. Pareil, Oui, on ça, utilise d'accord, je des vois. spores, donc c'est de la fermentation contrôlée, parce que là, on ne laisse pas les micro-organismes déjà présents dans l'aliment faire le leur travail. travail. Oui, ok, Exactement. d'accord. Ouais. D'accord, donc nous, ça serait plus de la fermentation Spontanée. spontanée, voilà, c'est ça. Ok, et alors j'avais d'autres questions aussi, mais juste pour en revenir à nous, en tout cas de chez nous, donc si on fait fermenter, voilà, on prend des légumes ou des fruits ou peu importe, il y a un grammage toujours, j'imagine, à respecter. Ouais. Et c'est des recettes qu'on peut trouver sur internet ou c'est toujours trouve, la même chose de toute façon? On trouve les recettes, mais la base, c'est souvent la même. C'est-à-dire que si on fait des légumes, par exemple, lacto-fermentés, que ce soit des carottes, des courgettes ou quoi que ce soit, on va le faire dans une saumure. Une saumure, c'est donc, on a dit, de l'eau donc chlorée avec du sel. Et pareil, attention, le sel, le mieux, c'est qu'il soit non iodé. D'accord. Parce que l'iode, c'est pareil, ça a une activité antimicrobienne, donc on va éviter de perturber trop les micro-organismes. Le grammage pour utiliser le sel en saumure, en général, on est entre 2 et 3%. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une base. Après, on peut rajouter des épices si on veut. Moi, je conseille de ne pas en mettre de trop, parce qu'il y a certaines épices qui, elles aussi, ont des activités antimicrobiennes. D'accord. Comme donc il faut s'y poivre, connaître. Voilà. Oui. Donc, moi, je préfère faire... C'est mon conseil, c'est d'utiliser la méthode de base, saumure et légumes. Et ensuite, si on veut... une fois que c'est fermenté, s'amuser à assaisonner, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, ça me fait penser au kimchi. Oui. Je suis en train de me dire que quand on était à Paris encore à l'époque avec Cyril, on avait essayé d'en faire. Donc c'est du chou fermenté pimenté finalement. C'est ça, ouais. Qu'on adore et on avait essayé de le refaire à la maison parce que pour pas en acheter à chaque fois. Mais il me semble qu'on n'avait pas réussi à le faire. En tout cas, c'était pas autant pimenté parce que justement, on n'avait pas osé en mettre de trop. Et voilà, mais ça me donne envie de réessayer. Ouais, c'est très bon, moi aussi je suis adepte du et puis c'est pareil, il y a beaucoup de bienfaits aussi, c'est top, j'adore. C'est très bon. Et oui, et du coup, chez toi, j'imagine tu as plein de petits bocaux avec... Ouais, j'en ai tout plein. J'ai pour projet d'avoir une belle étagère avec tous mes petits bocaux. Et du coup, ça, tu peux les garder justement une fois que la fermentation elle est faite. Exact. Tu peux garder... On peut garder très très longtemps. On peut les garder même à température ambiante. D'accord. Oui, donc, c'est parce que c'est le but aussi de pouvoir les garder sans que ça soit au frais. Après, c'est l'objectif premier de la fermentation. En général, c'est conserver. Et oui, alors on peut le laisser à température ambiante. En fait, pour être sûr que ça a bien fermenté, moi j'aime bien vérifier le pH justement, qu'on soit bien à un pH inférieur à 4. D'accord. Là c'est un signe que c'est assez acide, donc on va pouvoir bien protéger l'aliment des contaminations, etc. On peut donc conserver à température ambiante très longtemps. Je n'arriverai même pas à dire de date exacte, ça dépend aussi des aliments. Oui. Et puis quand on conserve au frigo, là ça peut durer. Là j'ai des bocaux, ça fait plus de 6 mois. Oui, c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que ça me fait un stock. Là j'ai des carottes par exemple râpées, fermentées, que j'utilise un petit peu dans mes salades, dans mes rouleaux de printemps. Enfin bref. Non, mais c'est super parce que moi je me rends compte, tu vois, j'essaye d'acheter frais et local toutes les semaines en fait. Mais du coup, alors on essaye toujours de faire en sorte de les manger et que ça soit pas du gâchis, peu importe, mais parfois c'est vrai qu'on se sent un peu pressé par le temps aussi, de vite les cuisiner pour pas que ce soit perdu, quitte à les cuisiner et les congeler ou peu importe. Mais du coup ça c'est super parce qu'on peut vraiment les mettre comme ça en bocaux. D'ailleurs c'était ma question aussi, je peux en faire manger à ma petite du coup? Oui, tout à fait, il n'y a aucun souci. Il n'y a pas d'alcool de produit. Oui, c'est ça. Donc ça reste de la lactofermentation, donc juste de l'acide lactique qui est produit à partir de l'aliment. Ça reste tout à fait... Et c'est même bon pour les enfants parce que donc, dans les autres avantages justement de la lactofermentation, on a aussi l'entretien de son microbiote intestinal. Donc ça a des fonctions, beaucoup de vertus, c'est très étudié en ce moment. On pense même qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle notre deuxième cerveau. Donc,
et nos émotions, ce qu'on appelle le gut-brain axis. C'est hyper intéressant. Ah, super. Et on a tout ce qui est notre immunité, en fait, elle se joue aussi dans notre intestin. Donc, oui, bien sûr. Donc c'est très bien aussi pour les petits. On a beaucoup d'études cliniques sur les avantages d'un bon microbiote au fil des âges. C'est très intéressant. Ouais. Ouais, puis c'est... parce que moi, je me dis, tu vois, si on commence à lui donner cette habitude aussi de... à chaque repas d'avoir juste un petit peu, oui. Ça peut être une belle habitude aussi à mettre en place assez jeune et qu'on puisse garder ça tout le long. Ouais, c'est... Et comme on dit, on peut en mettre par-ci par-là dans ses repas. Ce qui est bien aussi, c'est de pouvoir ajouter des sources de prébiotiques, ce qu'on appelle, c'est-à-dire tout ce qui est aliments riches en fibres, en plus d'une petite quantité d'aliments fermentés, parce qu'il y aura un effet de synergie en fait entre les fibres et les micro-organismes. Parce que les fibres, ça leur sert en fait de nourriture aux micro-organismes. Donc ça continue finalement. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle les deux ensembles des symbiotiques. Donc c'est une symbiose qui nous fait aussi beaucoup d'avantages. Et tu as un exemple de ce type de fibre qu'on peut... Alors moi ce que j'aime bien c'est faire du kéfir de lait. D'accord. Ça c'est déjà fermenté. Okay. Et je rajoute des flocons d'avoine en fait. C'est très riche en fibres et en consommant les deux ensemble, je sais que ça va optimiser en fait davantage les effets probiotiques. Ok, super. Ouais. Ah, c'est top. Les industriels s'intéressent davantage à la fermentation pour limiter l'utilisation d'additifs. Parce que longtemps, on a eu vraiment des cas très inquiétant limite l'utilisation de ces produits. Et là, on a une conscience, je pense, qui est sur la bonne voie. Et c'est très intéressant d'avoir aussi la vision justement de ces industriels où je travaille. Donc c'est vraiment top. Oui, parce que tu m'expliquais juste avant que du coup, voilà, il y a de plus en plus d'industriels qui essayent aussi de changer leurs habitudes par rapport à ça. Mais j'imagine que c'est pas évident pour eux de... non, tout à fait. Ils peuvent pas changer tout... Parce que changer une ligne de production, ça demande des investissements, etc. Changer toutes ces habitudes. Et c'est vrai que, en tout cas, la fermentation spontanée, comme on disait, souvent on a des petits soucis, entre guillemets, de répétition. On ne va pas toujours avoir le même résultat exactement. Alors que les industriels, ils aiment bien qu'un produit ait un goût qui soit toujours le même, etc. Donc c'est vrai que c'est encore un défi aussi, de ce côté-là, de standardiser via la fermentation. Mais c'est quand même très encourageant. Ouais, c'est pour ça que... je trouve que c'est bien que toi tu aies cette vision-là aussi, vu que tu travailles avec eux. Et c'est top. Est-ce que tu voudras ensuite nous montrer une petite recette qu'on peut faire à la maison? Comme ça, je pense que c'était une bonne idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et écoute, je crois qu'on a fait le tour parce que je trouve que c'est tellement intéressant. Et qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais c'était aussi pour vous apporter une première approche de ces fermentations-là, et surtout d'aller suivre Laura sur les réseaux, sur ton blog qui est super aussi, mais tout ça, donc du coup tu fournis du contenu en plus de ton travail. C'est ça, exactement, ça doit être quand même pas mal de boulot en plus. C'est très chronophage, mais j'aime bien justement apporter des recettes, mais aussi des études scientifiques pour appuyer davantage sur les avantages du coup de la fermentation. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir cette vision scientifique des choses. Ouais, c'est clair. Ouais. Bon, merci encore en tout cas, et puis on va faire ta petite recette on va passer pour en voir plus. À la cuisine. Là, le mieux, c'est de mettre son bocal donc, à l'abri de la lumière sur une étagère. On l'oublie pendant 2 semaines. D'accord.
Et ensuite, ce sera prêt à déguster. On pourra le conserver tel quel, mais en faisant attention de rajouter toujours de la saumure. C'est hyper important que les légumes restent bien immergés. Ok. Sinon, on peut avoir des risques de contamination. Et sinon, ça peut aussi se conserver au frigo une fois fermenté, indéfiniment. J'ai ma petite mer de kombucha que j'ai nommée Big Mama. Et donc, j'utilise pour faire de la boisson. Et du coup, là, c'est pas... voilà, on peut laisser passer l'oxygène Voilà. un petit peu. Ouais, pour le kombucha et le kéfir de fruits, en général, il suffit d'un tissu. Donc ça, c'est un tissu pour faire du fromage, là, ce qui permet de faire respirer un peu la mer de kombucha. Donc l'oxygène peut circuler, mais on n'a pas, par exemple, des insectes qui viennent se mettre dedans. D'accord. C'est très bien comme ça, il n'y a pas besoin que ce soit fermé, en fait, que ce soit hermétique. Super. Merci beaucoup, Laura.